3, 2, 1. C'est le matin, je suis dans le 20e arrondissement, près du parc de Belleville. Et je vais boire le café chez Hélène. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Et je voudrais prendre de ses nouvelles. Comme c'était son anniversaire il y a quelques jours, je lui apporte un bouquet de fleurs. C'est une petite rue qui monte, très ensoleillée et assez calme. Hélène ? Elle habite au premier. Je suis en retard. Ça va ? Bon anniversaire. Oh, c'est beau. C'est super, elles sont magnifiques. Bah pour mes 50 ans. 50. 50. Est-ce que je te propose un café quand même, Julien, avant ? Ah, volontiers, ouais. Je vais te faire ça. Hop. Merde. Merci pour le café. Ça fait combien de temps qu'on a fait ce portrait pour super-héros ? 4 ans ? Ouais. Ça doit faire 4 ans maintenant. Alors je me souviens que on faisait des interviews de temps en temps. Ouais. On se voyait ici chez toi. Et je me souviens que tu étais encore un peu fatiguée. Et maintenant alors ? Bah aujourd'hui, je me sens vraiment très bien. Je suis toujours en dialyse 3 soirs par semaine. Donc les lundis, mercredis, vendredis soirs. 4 heures. Et puis, je suis suivie pour tout le reste. Le cœur, les poumons, les artères. On me fait des bilans annuels. Et bon, on trouve toujours des trucs, parce qu'évidemment, comme je suis dialysée, il y a toujours des petits détails à explorer. Mais ça va globalement plutôt très bien. Je me souviens de notre première séance d'enregistrement. En fait, on s'était revus une semaine avant dans un café à Barbès. Ouais. Et je t'avais dit, tiens, mais j'aimerais bien t'interviewer, et que tu me racontes ta vie, etc. Et tu m'avais dit, ah bah oui, super, je pensais même pas en faire du podcast au début. Ouais, et tu l'as fait un peu, du coup, pour me faire plaisir au départ, je pense. Oui, alors non, mais en plus, je me souviens très bien de ce rendez-vous. C'est marrant, là, dans ce grand café à Barbès qui venait d'ouvrir, là. En fait, on m'a toujours dit, au-delà de l'histoire de l'année, même avant cette année à l'hôpital, on m'a toujours dit, raconte ton histoire, écris ton histoire, témoigne de ton histoire. Tout mon entourage me l'a toujours dit. Et moi, je disais, mais le fait d'avoir traversé ça ne m'a pas donné le génie de l'écriture. Donc, comment je fais pour écrire cette histoire et tout ça ? Donc, j'ai eu des essais. J'ai fait des essais où j'ai écrit beaucoup sur ma mère et tout, où j'ai essayé d'écrire un texte, bon, mais qui n'a pas abouti, enfin, qui n'était pas publiable ou publié, en tout cas, qui n'a pas été publié, c'est sûr. Je me dépatouillais, je sais pas comment dire, c'est comme il y a une patte qui colle, quoi. C'est-à-dire que j'arrivais pas à m'en défaire de ce truc où on me disait tout le temps, mais ta vie est incroyable, il faut que tu la racontes. Et en même temps, je dis, mais comment ? Je sais pas comment. Et quand tu m'as proposé cette interview, je me suis dit, mais ça, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je peux raconter. Et voilà, et comme j'avais confiance en toi, je me suis dit, c'est le bon moyen. T'es venu chez moi la première fois, j'ai branché mon micro et je t'ai dit, bon alors, je t'ai posé une question très vague, je t'ai dit, bon alors, comment on commence ? Et tout de suite tu m'as dit, alors, voilà, j'ai passé 1 an à l'hôpital et c'était très difficile. Et en fait je t'ai coupé, je t'ai dit, mais non Hélène, en fait, je veux que tu me racontes l'histoire du début, c'est-à-dire t'es née quand, et puis je me souviens, je t'avais demandé qui étaient tes grands-parents, etc. C'est des choses que tu m'avais vaguement racontées quand on s'est connus il y a longtemps et que j'avais un peu oublié. Et en fait tu m'as raconté et t'es parti de chez moi au bout de 2 heures. Et après, tu m'as rappelé, tu m'as dit je vais pas pouvoir continuer à te raconter, il faut que je prenne du temps là, parce que c'était trop difficile pour moi. Ah oui. Ah bah ça, c'est vrai que ça, c'était je m'y attendais pas du tout quand je suis venue.
Pour moi, oui, le podcast, enfin l'interview, on va dire, commençait vraiment le jour où je suis descendue pour la greffe, quoi. Enfin, vraiment, je m'étais arrêtée dans ma chronologie là-dessus. Et le fait de me replonger dans mon enfance, ça m'a beaucoup submergée. Je m'y attendais absolument pas et j'étais pas du tout préparée à me replonger dans ces souvenirs d'enfance et tout. Et c'est vrai que je me suis dit, oh là, j'ai mis 45 ans, je pense que j'avais 45 ans quand tu m'as enterré, à mettre tout ça sous le tapis et à surtout ne pas replonger dedans, enfin... Et donc là, je me suis dit, ah non, mais là, soulever ce tapis-là, ça va être un peu... Je vais pas y arriver. Ça va être trop dur pour moi, trop douloureux de parler de ma mère, de mon rapport à ma mère, à mon enfance, à mon adolescence. Ça va être trop douloureux. Et je crois que j'ai mis un peu de temps avant de te rappeler, il me semble. Hein. Je t'ai mis... Enfin, on devait se parler, je me souviens plus exactement, mais... On devait se voir une semaine après, et en fait, on s'est vu peut-être 3 semaines, 1 mois après. Oui. Et c'est vrai que je me suis dit, ah non, en fait, ce qu'il me demande, je vais pas y arriver. Et après, au fil de nos rendez-vous, c'est devenu un plaisir, en fait. Et je me souviens qu'on n'arrêtait pas de parler. Moi, je te posais plein de questions, et toi, tu parlais. Ah bah après, il y a eu... Bah oui, ça c'est sûr qu'il y a eu quand même un phénomène thérapeutique, hein. Oui, de livrer, vraiment de livrer une parole. Enfin, on dit toujours que la parole libère. Bah c'est vrai quand même. C'est pas que je me sentais plus légère, mais... Si je pense qu'il y a une légèreté du coup qui est apparue, tu vois, j'ai livré le paquet enfin à quelqu'un d'autre. Et souvent on fait ça avec une thérapeute, quoi. Moi je vois quelqu'un d'ailleurs, enfin tu vois, je vois une thérapeute pour avancer dans ma vie depuis des années. Mais c'est vrai que il y a eu un côté de libération quand même, en fait je dirais de livraison. J'ai un peu balancé le truc en dehors de moi. Et même si ça reste quand même en moi, il y a une chose qui est plus légère. Mais j'ai pas réussi à le faire tout de suite, quoi. Hélène, premier épisode. Tu peux y aller. Alors, je m'appelle Hélène, j'ai 46 ans, célibataire, sans enfant, sans chat. Je dis toujours, j'ai 46 ans, pas de canapé, pas de mec, pas de chat. Je suis dialysée, donc 3 fois par semaine, je dois aller en dialyse. Alors moi, je l'ai écouté une seule fois, mais encore, donc je n'ai pas écouté la dernière version. C'est la version que les gens écoutent. Définitive. Parce qu'en fait, j'ai écouté les épisodes, je me souviens très bien, dans mon lit. Alors ça, je me souviens très bien, le soir, avant de m'endormir. Et toi, tu me les envoyais après avoir fait un montage. Et tu me disais, voilà, épisode 1, et voilà, est-ce que ça te va ? Et je pense que tu as fait ça jusqu'au 10. Et ce que je me suis dit, c'était drôle, c'était complètement à 100% mon histoire, mais qu'en même temps, c'était un regard qui était bien le tien et pas le mien. Par exemple, tout ce qui est lié à la veine, au patronyme de mon père, et l'histoire de la dialyse... La veine et... Enfin, tout ça. La pompe, la veine. La pompe et la veine. Ça, c'est quelque chose qui, a priori, est évident, enfin, ressort, que toi, tu as vraiment mis en exergue, enfin, tu vois, que tu as vraiment mis en valeur. Et tandis que moi, c'est quelque chose auquel je n'avais absolument jamais pensé, mais pas ressenti, surtout. Tu vois ce que je... Même quand tu me le mets face à moi, quoi, c'est quelque chose que je ne ressens pas. C'est la réalité. Mais c'est vrai que moi, je ne l'ai jamais ressenti comme ça. Effectivement, il n'y a aucun trucage. Tu t'es pas du tout arrangé avec une réalité. C'est vraiment ce que je t'ai raconté et ce que je connais. Et, enfin, tu vois, c'est vraiment la réalité, quoi. Hélène, épilogue. Alors, une dialyse, c'est très simple. Donc, on pique le sang, part dans un tuyau qui part dans une machine, donc c'est vraiment une pompe. Tu vois, c'est tout un mécanisme avec plein de sécurité où on te tire ton sang et ça va revenir par ce qu'on appelle la veine, par une autre aiguille, et tu sors de là, tu es nettoyé. En fait, tu dis mettre une pompe dans la veine. Donc quand tu expliques ce que c'est qu'une dialyse avec tes mots, c'est comme si tu parlais de ton père biologique, mettre la veine rue de la Pompe. Ah bah non, bah oui, c'est vrai. Oui. Et bah ouais.
Et puis, il y a eu la deuxième chose, c'est comme on s'est vu quand même plusieurs heures. Je crois qu'on s'est vu au moins 12 heures, hein, je crois qu'on a calculé une fois. Oui, ou même 13. Enfin, Ouais. énormément. Ouais. Et en fait, souvent, je me dis, mais qu'est-ce... Parce que comme j'ai l'impression que tu as quand même raconté l'intégralité de ce que j'aurais pu raconter, et je me dis, bah non, il reste 12 heures, enfin, de quelque part. Qu'est-ce que j'ai pu dire pendant ces 12 heures? Donc ça, c'est un truc que je me suis posé comme question. Parce qu'en fait, je crois que au début, quand tu m'as raconté ton histoire pendant 13 heures, et j'ai fait, je crois, peut-être 15 ou 16 épisodes dans un premier temps. Et j'ai commencé à le faire écouter à des gens. C'est la première fois que je faisais cette série super-héros, que je faisais du podcast même. Et je me souviens que les gens me disaient « Oh là là, mais en fait, ce qu'elle a vécu, c'est trop. C'est insupportable. En fait, au bout d'un moment, on n'en peut plus. » Et alors moi, ça m'énervait parce que je disais « Mais enfin, c'est quand même... c'est la réalité, la pauvre. » Et en fait, au bout d'un moment, je les ai écoutés parce que je me disais qu'effectivement, il y avait tout le temps des rebondissements. En fait, il y avait toujours un nouvel organe qui était touché. Et j'ai dû en enlever de ça. Tu te souviens, je t'avais dit à un moment... Par exemple, voilà, je t'ai enlevé les poumons. Parce qu'il y avait un moment où... je sais plus ce qui s'était passé avec tes poumons. Mais ça, j'avais enlevé quasiment tout un épisode. Parce que voilà, c'était trop pour les gens. Alors je me dis, mais en fait, donc la réalité était évidemment bien plus difficile pour toi et absolument... et voilà, c'est en ça que ton histoire est quand même très héroïque, quoi. Oui, après ça, c'est toujours les... Enfin, c'est tout... oui, alors, certainement, on va dire. Mais en fait, c'est ça. C'est que, par exemple, quand tu es malade, je pense que tous les gens qui sont malades ressentent ça, eh ben, tu traverses les choses. Et en fait, moi, je me sens pas héroïque dans le sens où, bah déjà, j'ai pas eu le choix, donc c'est pas une démarche personnelle que d'être malade, tu vois, par exemple. C'est pas, j'ai pas décidé de partir sauver le monde, hein. C'est quelque chose qui m'est arrivé, mais voilà. Et puis, je l'ai pas vécu d'une façon sereine tout le temps, loin de là. Il y a eu plein de moments de gros désespoir, enfin, où j'ai pleuré, où j'en pouvais plus, ou comme je pense toute personne qui est confrontée à la maladie. Avec de la peur, avec de l'angoisse, avec... Mais après, on passe à autre chose aussi. Enfin, la vie, elle reprend le... En fait, ce que je trouve assez génial, tout le temps, c'est que la vie, elle reprend le dessus. Alors après... Oui, certainement que je suis vivace, tu vois, dans le sens... je pense qu'il y a un instinct de survie chez moi, que d'autres partagent, mais même si je sentais bien que j'étais pas très en forme, tu vois, je me suis jamais sentie mourir non plus, quoi. Il y a eu une fois de lassitude. On en a reparlé donc avec Guillaume, qui était près de moi. On attendait que je passe un scanner, et je pense que j'en ai passé au moins une centaine dans l'année. Donc, c'était encore un scanner. Et j'étais crevée, j'étais pas bien. Et je lui ai dit, écoute, excuse-moi, je suis désolée, mais là, j'arrête. C'est la fin. Je vais mourir aujourd'hui, je me bats plus. Tant pis, c'est pas... Enfin, voilà. Je lui disais adieu. Et lui me dit, ah bah non, t'as pas vu la salle de bain? Il était en train de te la refaire. Il était en train de me refaire la salle de bain à l'hôpital. Enfin, quand j'étais à l'hôpital, en se disant, c'est pratique, t'es pas là, donc je peux travailler tranquillement. Et je lui ai dit, ah bah oui, c'est vrai, j'ai pas vu ce que tu as fait chez moi, enfin, tes travaux. Et ça m'a reboosté. En fait, j'ai senti que ça m'avait reboosté en disant, bah oui, quand même, je peux pas lui faire ça, en gros. Enfin, tu vois, il y a un truc. Alors voilà, donc l'instinct de survie tiendrait à une salle de bain. Enfin, tu vois, tu te dis, c'est bizarre, la vie... Est-ce que je serais morte s'il m'avait pas dit ça? J'en sais rien. Peut-être pas, je ne sais pas. Mais ça passe par vraiment de l'anecdotique, quoi. Alors, et la dernière sensation qui vraiment... Alors là, ça a été très, très net. Ça a été de ranger les épisodes dans un dossier dans mon ordi. Et du coup, de classer cette histoire, enfin, toute cette enfance, enfin, bon, toutes ces problématiques. Et ça a été super de me dire que ça existe, c'est un objet, c'est quelque part, c'est pas, il y a une mémoire de ça vraiment réelle. En plus, avec les témoignages qu'on a reçus,
pendant ces 4 ans ou 3 ans. Bon, bah, du coup, on sait que c'est sa vie quelque part. Mais pour moi, ça a été classé physiquement. Et j'ai trouvé ça très bien. Comme si tu t'étais délesté de cette histoire, en fait. Ouais, je pense que ça m'a permis de quelque part de passer un petit peu à autre chose, même si c'est toujours présent. Mais quand même, j'ai l'impression que je l'ai classé, ouais. Je me souviens, quand tu me racontais, c'était comme si à chaque fois tu ouvrais des tiroirs. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses que j'ai enlevées. Je me souviens notamment d'un truc que j'ai enlevé. Quand tu as découvert derrière l'album photo la lettre, Maître Lavenne rue de la Pompe, c'est parce que tu venais de te faire larguer, ou tu venais de te séparer de quelqu'un. En tout cas, je ne sais pas si c'est toi qui étais à l'initiative. Et je me souviens que cette histoire-là, je l'ai coupée. C'était quelqu'un avec qui tu sortais. Tu es sorti avec lui pendant 10 ans et tu t'es rendu compte qu'il était héroïnomane. Oui. Alors là, pour le coup, il y a un parallèle avec ma mère. Oui, c'est ça. Qui est en fait que je n'avais pas vu l'alcoolisme de ma mère pendant toute mon enfance. Je réalisais pas qu'elle était alcoolique. Et j'ai vécu quand même, donc tout de suite après la mort de ma mère, enfin très peu de temps après, 1 an après, avec quelqu'un qui était drogué vraiment toxico, quoi. Et je ne le voyais pas. Et comment tu l'as vu ? Je l'ai vu vraiment quand j'ai pas pu faire autrement. Hein. En fait, il avait rencontré quelqu'un d'autre, donc il était moins amoureux de moi, on va dire. Il y avait des gros problèmes d'argent, donc des trous dans le budget du ménage, on va dire, énormes, qui étaient injustifiés. Parce que lui, il était, je me souviens, serveur de la nuit dans des bars. Il gagnait plutôt bien sa vie, mais il n'avait jamais d'argent. Enfin, il y avait un problème financier énorme. Et puis, j'ai fouillé dans son sac par jalousie, parce que je savais qu'il me trompait. Enfin, j'avais compris qu'il me trompait. Et j'avais vu de la drogue dans son sac, alors que j'avais jamais regardé. Et ce qui était complètement fou, c'est que quand il était en manque, il me disait que c'était le palu, qu'il avait le palu. Et moi, une fois qu'il m'a dit ça, j'avais dit, ah bah oui, non, mais il a le palu, en fait. Donc, toutes les crises de tremblement, pour moi, c'était des crises de palu. Et pas de manque, alors que je pense qu'il était en manque, en fait. Et je me suis dit, je suis une championne du monde pour ne pas voir. Bon, après, ça s'explique, hein, c'est peut-être trop douloureux, ou t'as pas envie de remettre en question l'autre, j'en sais rien, moi, mais... En tout cas, je me suis dit, j'ai vécu avec ma mère, alcoolique au plus profond degré, puisqu'elle en est morte, j'ai rien vu. Je l'ai vu après sa mort, j'ai réalisé après sa mort, vraiment, parce qu'en fouillant, en rangeant la maison, vous voyez les cadavres de bouteilles, enfin bon. Et cet homme avec qui j'ai vécu, pareil, quoi. Quand vraiment on s'est séparés, juste avant la séparation, mais c'était la fin de l'histoire, où j'ai compris, enfin j'ai réalisé. Et je me souviens très bien d'avoir dit à une amie, raconté à une amie ce que j'avais découvert. Et cette amie m'a regardée avec un petit air en disant « Mais il n'y a que toi qui ne le voyais pas, en fait. On le sait tous. » Enfin, mon entourage était au courant, enfin, le voyait. Mais se disait de toute façon que c'était tellement visible qu'on ne mettait même pas ça sur le tapis parce qu'on pensait que moi-même, j'avais décidé de vivre avec ça. Enfin, tu vois, avec quelqu'un qui a un problème de drogue. C'est un fonctionnement. Après, tu te dis, mais pourquoi tu t'es mis avec un mec Enfin, je m'étais dit, c'est quand même fou. J'avais quitté le domicile, 2 ans avant, tu vois. Ma mère est morte, j'étais mineure. Je pense que, oui, Renaud, j'avais à peine 19 ans quand je me suis mis en couple avec lui. Et du coup, je me dis, mais c'est dingue de reprendre quelqu'un qui a des problèmes d'addiction. Alors je me dis, mais c'est sûr que j'ai dû retrouver un truc connu. T'étais à la maison, quoi. C'était familier. C'était familier et que du coup, et que cette addiction, j'ai fait avec. Enfin, tu te dis, c'est drôle comme on repart dans les mêmes schémas, en fait. C'est peut-être pas que ça, hein. Évidemment, je suis tombée amoureuse de lui pour plein de raisons. Mais n'empêche que à 19 ans, il y a plein de jeunes hommes qui se présentent à toi. Toi, j'ai quand même choisi
celui qui avait une grosse addiction et qui en a beaucoup souffert, tu vois. Et je me suis toujours dit, c'est quand même étrange, quoi, ça. Et toi, alors, tu as eu des réactions? Il y a des gens qui t'ont contacté? Ah oui, alors c'était drôle. Il y a eu plusieurs personnes qui m'ont envoyé des SMS en me disant « Mais c'est toi, Hélène ?» Et en fait, parce qu'ils avaient reconnu ma voix et ils avaient découvert le podcast. Et donc ça, c'est plutôt dans mon milieu professionnel, donc des journalistes de culture qui ont écouté le podcast et qui ont découvert l'histoire, qui ont découvert ce podcast et qui se sont dit « Mais c'est Hélène du Rond-Point ». Le Rond-Point, c'est le théâtre où tu travailles. Le Rond-Point, voilà, c'est le théâtre où je travaille. Et donc, qui m'ont envoyé des textos, mais c'est toi, Hélène, mais je t'ai reconnue. Donc ça, il y a eu pas mal de retours comme ça. Donc ça, c'était vraiment à la sortie. Je crois que tu as sorti le podcast en janvier, je pense. Donc ça devait être dans les premiers mois, 2 premiers mois, tu vois, de la sortie du podcast. Et puis, alors après, des années après, il y a eu 2 trucs. Il y a eu une de mes petites nièces, alors une enfant de ma demi-sœur Véronique, donc qui est la fille de Lavenne, de Michel Lavenne. Ton géniteur. Mon géniteur, qui m'a envoyé un mail, mais très longtemps après, en me disant qu'elle avait écouté le podcast et qu'elle était très contente de comprendre que c'était un objet, c'était un peu bizarre pour elle parce que c'était sa vie. Enfin, ça faisait partie de l'histoire de sa famille, qu'elle ne me connaissait pas en même temps. Et en même temps, elle était contente de mettre un petit morceau de puzzle dans sa propre vie. C'était juste me dire que ça l'avait surprise, que ça l'avait aidé à comprendre sa propre histoire. Aucune demande, aucune question, il n'y avait rien. Enfin, rien. Il y avait beaucoup de choses, mais c'était juste ce témoignage, un témoignage de dire, ça m'a fait du bien d'entendre cette histoire qui fait partie un peu de mon histoire familiale. Mais il n'y avait pas de revendication. Enfin, je sais pas, il y avait un truc très simple. J'imagine ce qui est émouvant, c'est que quelque part, parmi tous tes demi-frères et sœurs de ce côté-là, du côté Lavenne, il n'y en avait qu'un seul avec lequel tu étais en contact, qui était né la même année que toi, que tu avais vu régulièrement, c'est ce que tu racontes dans le podcast. Il y en avait d'autres que tu avais soit jamais vus, soit vus un peu comme ça à la mort de ton géniteur. Et tu sentais qu'il y avait quand même une petite hostilité, en fait, à ton égard. Non, je pense pas de lien, en tout cas. Pas de lien. Enfin, aucune envie de lien. Donc moi, je lui ai répondu, d'ailleurs, que ça m'avait vraiment touchée, que ça m'avait fait plaisir d'avoir reçu ce mail, que si jamais elle voulait me rencontrer, j'étais disponible. Mais que c'était elle qui avait vraiment il n'y avait aucune demande non plus de ma part, mais que si jamais elle avait envie, il y avait cette ouverture-là. Et ça m'a touchée. Tout d'un coup, en plus, c'était un matin à 8h. Je prenais mon petit-déj, tu sais, puis je regarde les mails comme je fais tous les matins, les mails de boulot. Et tout d'un coup, c'était une grande surprise, quoi. Puis je me suis dit, en plus j'ai compris, alors je sais plus exactement, mais j'ai compris qu'elle avait mis du temps à l'écrire ce mail. Enfin en tout cas à me l'envoyer. Au théâtre, il y a eu un jeune homme qui m'a appelé, et ça c'était marrant, sur mon poste de bureau, en disant, c'est vrai qu'il y avait un accent de banlieue très marqué. Alors je caricature, hein, mais ça m'a vachement fait plaisir en fait. Parce que je me suis dit, c'est quelqu'un que je n'aurais jamais rencontré dans ma vie, certainement. Et qui m'a dit, mais madame, vous êtes trop forte. J'ai écouté votre podcast. Je voulais vous dire que vous êtes trop forte, trop forte. Et le fait qu'il ait la démarche de m'appeler pour me le dire, j'ai trouvé ça génial. Et en même temps, j'étais complètement surprise parce que j'étais pas du tout... Enfin, tu vois, j'étais à milieu de penser que... Enfin, je pensais pas du tout au documentaire. J'étais au théâtre, je bossais, enfin bon. Et c'était super. Je sais pas, j'ai trouvé ça super sympa, quoi, de prendre le temps de me dire qu'il me trouvait trop forte. Voilà. Et il voulait que je lui dise mais comment j'avais fait. Et je lui avais dit, mais je sais pas, j'ai rien fait. J'ai pas de méthode à communiquer. Et voilà. Mais ça, c'était super. Un super moment.
c'est une partie de ma vie que j'ai racontée, mais il y a ma vie, elle est pleine d'autres choses, quoi. Non, c'est justement, je me dis, tiens, les gens pensent tout connaître de ma vie. Ah, ça, si, ça, ça c'est marrant. Parce que ça, c'est le sentiment que les gens ont quand ils écoutent. Et moi, alors, je sais très bien qu'il y a une grosse partie qui n'a pas été racontée, quoi. Ouais. Et ça, c'est assez marrant. Parce que tu veux aussi la garder pour toi. Oui, puis c'était pas le propos de l'interview aussi, tu vois. Ah oui, puis bon, bien sûr que j'ai envie de... Enfin, c'est même pas que j'ai envie, mais c'est que du coup, les gens pensent me connaître. Et en fait, moi, quand ils me disent ça, je sais pertinemment qu'ils ne me connaissent pas totalement, tu vois. Il y a encore un mystère. Bah, j'espère. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Eh bien, tu vas te foutre de moi parce que je vais aller apporter un truc à Guillaume. Parce que j'ai cuisiné hier et comme je suis toute seule, eh ben, je en prépare la moitié. Donc un crumble, saumon épinard. Et voilà. Le mot de la fin, Guillaume. Merci Hélène. Bon bah, ouais. C'était marrant.